Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de février et j'ai pas énormément de temps, j'ai pas mal de livres à vous présenter puisque ce mois-ci a été plutôt bon, donc on va commencer maintenant. On commence tout d'abord avec les statistiques puisque j'ai lu 9 romans, 0 graphique. Il va vraiment falloir que je lise un peu plus de graphiques dans les prochains mois et donc 4916 pages. Dans ces 9 romans, il y a 4 audios, 1 numérique et 4 papiers. Franchement, je suis hyper contente. Je pensais faire un petit peu moins et j'ai réussi à en glisser un de plus à la fin du mois. Donc franchement, hyper satisfaite. J'ai fait 5 achats, j'ai lu 0 livre qui n'était pas dans ma pile à lire et j'ai fait 0 abandon, 0 unhaul. Donc une baisse assez raisonnable puisque je suis passée d'une pile à lire de 33 livres à 29. Donc je suis passée sous la barre des 30 et j'ai lu en majorité de la romantasy, du thriller, de la romance, de l'historique et de la fantasy. Donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de styles différents. Il n'y avait pas de thème à proprement parler pour ce mois de février. Je n'ai découvert qu'un seul auteur puisqu'il s'agissait de Michael Connelly. Voilà, j'avais très envie de découvrir cet auteur et c'est chose faite. J'ai lu 5 femmes et 4 hommes, donc voilà. Encore une petite majorité de femmes, mais c'est pas non plus flagrant ce delta. Par contre, niveau pays, encore une fois, c'est catastrophique puisque j'ai lu un livre qui vient d'un auteur danois, un qui vient d'un auteur français, et donc 7 qui vient des États-Unis. Et j'ai participé à 2 lectures communes. Non, 2 lectures communes. Niveau book haul, vous allez voir qu'il y a pas mal de précommandes puisque j'avais précommandé le tome 3 de la saga des couronnes de Nyaxia, même si on est par duologie. Voilà, c'est le premier tome du nouvel ère, mais c'est la suite des couronnes de Nyaxia. J'ai commandé également le tome 2 de SM Gaieté, donc c'est la danse de l'épée. J'ai commandé également, enfin j'avais précommandé, tout ça c'est des précommandes, j'avais précommandé le nouveau Brittany C. Cherry, voilà. J'ai enfin reçu mon tome 2 de Wicked de Jennifer L. Armentrout. Ça faisait très longtemps que j'attendais, j'aurais dû le recevoir il y a 2 mois et j'ai fini de batailler avec la FNAC, ils me l'ont enfin renvoyé et j'ai commandé, cette fois-ci j'ai pas fait de précommande mais j'ai commandé le jour de sa sortie, Le Temps des Murmures, la nouvelle sortie de chez Hurlevent. J'ai pas précommandé puisque souvent en plus ça arrivait un peu plus tard, il y avait la dédicace etc. Comme c'est un sujet où je suis pas sûre à 100% d'aimer, j'avais pas envie d'avoir la dédicace en plus, sachant que je prends souvent que avec le marque-page et je prends pas l'illustration, mais là je me suis dit que pour une fois, mais bon pour une fois bah les précommandes sont arrivées bien avant la sortie officielle, donc je suis un petit peu dégoûtée. J'ai commencé 3 sagas puisque j'ai commencé la saga de Brittany C. Cherry, donc de romance contemporaine. Je vous en reparlerai de toute façon de tout. Juste après, j'ai commencé également la saga de René Ballard de Michael Connelly et j'ai commencé la saga de Code 93, donc de Victor Coste de Olivier Norek. Donc ça fait quand même pas mal de sagas commencées. J'en ai mis une en terminée mais officiellement je n'ai pas terminé de saga. J'ai mis la saga de Céline Olinsky qui était terminée. Pour moi, je pense qu'elle est terminée. Elle ne sort pas d'autres tomes, j'ai l'impression. Voilà, elle était toujours dans mes à jour, mais en cours. Du coup, je l'ai passée juste en terminée. Mais du coup, je n'ai terminé aucune saga ce mois-ci. Par contre, j'en ai continué pas mal. Puisque j'en ai continué 4 avec Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'ai lu le tome 5. J'ai lu le tome 2 de La guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent. J'ai lu le tome 4 je crois, de Département V de Jussi Adler-Olson et j'ai lu le tome 2 de d'Ombre et de Silence, je crois c'est ça la saga de SM Gaieté. Et donc je suis à jour dans 4 sagas, à savoir Le sang et la cendre, La guerre des cœurs égarés, le Brittany C. Cherry et du coup le dernier de SM Gaieté. Et j'ai mis 2 sagas en abandon. Il s'agit de sagas de graphiques que j'ai abandonnées puisque il y a soit j'ai pas envie de suivre en tant que saga, soit les tomes sont parus depuis très longtemps. Donc il y a celui sur les true crime, donc j'avais lu celui de Ted Bundy, j'ai très envie de lire les autres, mais de là me les mettre dans les sagas
en cours et ça suit pas une histoire directe, donc voilà, je les ai enlevés de mes sagas. Et il y a Princesse Sarah que j'ai lu, il y a le dernier, je pense que c'était il y a 2-3 ans facile, et du coup voilà, il n'y a pas d'autres tomes. Je sais qu'il est censé y avoir une suite, mais j'en ai marre d'attendre. Donc je l'ai enlevé. Donc voilà pour les petites statistiques de début de vidéo. On va passer tout de suite aux chroniques. On commence par le dossier 64 de Jussi Adler-Olsen, à savoir le tome 4 des enquêtes du département V. Dans cette enquête, alors ça a été une lecture assez mitigée, j'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup cette saga, mais je crois que c'est l'enquête qui m'a le moins convaincue et le moins plu. Alors je sais pas si c'est mon état actuel, où c'est difficile pour moi certaines fois de lire, surtout en audio, et en fait j'arrivais pas à m'imprégner de l'histoire. Dans cette histoire on retrouve justement Karl Mörk avec Rose et Assad. Je trouve qu'on avance un peu plus aussi dans l'intrigue de ces personnages en tant que tels, surtout le mystérieux Assad. Moi j'ai hâte d'avoir un peu plus son histoire, et Karl Mörk va réouvrir un cold case sur une disparition très inquiétante d'une prostituée, je crois, d'une prostituée qui va mettre en lumière tout un réseau et toute une mentalité un petit peu particulière, puisque comme d'habitude on est sous différents points de vue. On va suivre Karl Mörk, on va suivre les coupables entre guillemets, le passé pour savoir ce qui s'est réellement passé, et dans cette histoire, du coup, on va retourner dans les années 50 sur une petite île où un docteur fait subir des choses un petit peu particulières à ses patientes, puisque il interne ses patientes et il les stérilise contre leur gré. Et donc il va y avoir tout un sujet de ce... Enfin, ça va être le sujet principal de cette histoire, l'avortement et la stérilisation contre son insu. C'est une époque où les femmes n'ont pas trop le droit de donner leur avis, de dire ce qu'elles en pensent, et donc on va suivre d'abord une jeune femme qui justement va être, dans le prologue, qui va être pointée du doigt comme étant stérile, et donc son mari se dit bah ouais mais tu m'as caché ça, ça fait je sais pas combien de temps qu'on essaie d'avoir des enfants, et en fait tu pourras jamais me donner des enfants, donc ça sert à quoi qu'on continue à être ensemble. Et donc ça va être le dénouement, enfin le début de beaucoup d'intrigues, et on va suivre une jeune femme qui, enfin, et des disparitions hyper inquiétantes et hyper étranges qui ont l'air de tous recouper justement sur cette île, sur ce qui s'est passé sur un dossier 64 aussi, où là on comprend un peu les tenants et les aboutissants, ce qui se passe, voilà, le dossier 64 c'est une personne en tant que telle, et tout le dossier médical sur cette île-là. Et vraiment, c'est vraiment hyper intriguant, mais je sais pas, je pense que peut-être parce que j'ai eu un peu l'impression d'avoir des bribes de ce que j'avais déjà lu avec l'internement de la femme, comme le bal des folles ou autre chose, mais c'est complètement autre chose, puisque là on parle vraiment de stérilisation, d'avortement, et voilà. Je suis hyper contente de continuer cette saga, puisque vraiment Karl Mörk et ces histoires-là me passionnent vraiment. On a un engouement, encore une fois, hyper intense. Je trouve que Jussi Adler-Olsen, même si c'était cold case, il arrive à nous tenir en haleine. Tout est fluide, tout est hyper addictif. On a envie de connaître la suite. À la fin, on est sur le qui-vive, sans trop savoir comment ça va se terminer pour nos personnages. Il y a tout un fond d'histoire sur nos personnages aussi qui est hyper intéressant. C'est vrai que celui-ci m'a un peu moins emballée, mais je pense que c'est surtout sur mon état général plutôt que ce livre en tant que tel. Et franchement il y a eu des révélations, je m'y attendais absolument pas, je n'avais rien vu venir. Il y a des scènes pas hyper simples à lire, et franchement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est pas mon préféré, mais franchement si vous voulez lire des thrillers nordiques qui soient pas lents, qui
pose bien les cold cases, qui ait des sujets complètement différents à chaque fois, qui ait des personnages hyper attachants et qu'on ait un fond justement d'histoires qui se suivent de tome en tome pour savoir le passé et le présent et le futur de nos 3 personnages. Je vous le conseille vraiment, je pense que je lirai pas trop d'auteurs nordiques parce que pour moi, enfin j'ai très peur de la lenteur. Mais c'est Adler Ocean, c'est absolument pas lent, on en prend, c'est explosif, alors pas trop explosif non plus, mais c'est assez explosif pour nous mettre le cerveau en ébullition. Nous avons ensuite A Soul of Ash and Blood de Jennifer Lamont Trott, donc c'est une âme de cendre et de sang, donc le 5e tome de la saga du sang et de la cendre. C'est une petite briquette mais un peu plus petite que les autres quand même. Donc celui-ci est à lire après Une lumière dans la flamme. Si vous savez pas, il faut alterner à partir du tome 3 la saga spin-off avec celle-ci. Et celle-ci ne fait pas énormément avancer les choses puisque on va sur 80%, ouais même 85% du livre suivre le point de vue de Castile sur le premier tome. Et donc là on a un petit plaisir coupable. J'avoue que j'avais un peu peur parce que souvent les tomes où on retrouve, enfin où c'est le même tome mais du point de vue de l'homme, ça me plaît moyen. J'avais essayé avec les 50 nuances degrés, je ne suis pas sûre d'être allée jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est intelligent de le sortir à ce moment-là, puisque maintenant l'univers a bien changé, on connaît beaucoup plus de choses que lors du premier tome, et donc on a une vision complètement différente de ce premier tome. En plus du coup on suit ce qui s'est passé du point de vue du jeune homme, et donc on peut savoir un peu ce qui s'est passé dans sa tête, comment on en est venu à la fin du tome 1 et à la suite, et franchement j'ai adoré, c'était mon petit plaisir coupable. J'ai lu avec Elika et Morgane, j'ai bugué, avec Morgane, et franchement j'avais très peur, franchement je me suis dit ça va être chiant, je vais m'ennuyer à mourir, et en fait j'ai adoré. J'ai adoré, c'était vraiment mon petit plaisir coupable. Je me suis pas ennuyée une seule seconde, j'étais trop contente de retrouver les scènes. Ça m'a brisé le cœur encore parce qu'il y a des scènes quand même dans le tome 1, si vous l'avez lu, vous savez. Et donc de le voir d'un autre point de vue, mais de le revoir encore, ça m'a fait mal à mon petit cœur. Mais vraiment, avec tous les tenants et les aboutissants qu'on a maintenant qu'on est au tome 4, on a quand même... Alors c'est quand même important de le lire dans l'ordre dans lequel il est paru, il faut pas le lire dès la fin du premier tome parce que vous risquerez d'être spoilé de beaucoup de choses, et surtout qu'on a des petits flashbacks et il y a des moments où on revient dans le présent, et donc il est très important de le lire dans le bon ordre, puisque vraiment vous allez vous faire spoiler de choses qui se passent dans le tome 4, enfin dans les tomes 2, 3, 4, et ça serait dommage. Enfin, et même dans les tomes 1 et 2 de l'autre. Mais ouais, ça serait vraiment dommage. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas friand d'avoir les points de vue de l'homme dans ce genre de saga, franchement, celui-ci, c'était hyper bien. Ça a vraiment été notre petit plaisir coupable et on a adoré. Même si on connaît l'histoire, au final on a été surpris. Les passages au présent, surtout la fin, s'est terminé d'une façon... j'ai hâte d'avoir la suite déjà, je me suis posé des questions. Et ça soulève d'autres problématiques, d'autres choses, donc j'ai trop hâte, j'aime trop cet univers, vraiment. C'est un page turner à chaque fois, même si c'est des grosses briques, on arrive à le lire assez rapidement, à être vraiment dans l'engouement, et j'ai hâte déjà d'avoir la suite, et voilà, je suis un peu très juste de pas être allée un peu plus loin dans l'histoire et dans les intrigues, mais je vous dis, on n'a pas fait du surplace non plus, on a eu quelques petites révélations, et quelques petites interrogations pour la suite. J'ai enfin sorti en audio Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale de Brandon Sanderson, qui n'est autre que le projet secret numéro 2 de l'auteur, qu'il a écrit pendant le Covid et qu'il a sorti en 2022. Autant vous dire que j'aurais pas dû attendre pour les faire sortir, il me faisait un peu peur puisqu'il avait tout un côté un peu humoristique, un peu ironique, un peu décalé, et du coup je l'ai écouté en audio parce que je me dis que déjà en audio j'ai failli l'abandonner à un moment donné puisque c'était pas vraiment mon style. On est un peu dans du style d'humour à la Terry Pratchett puisqu'on suit un jeune homme qui se réveille dans une dimension
dans une dimension parallèle et qui trouve rapidement sur lui un manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Et on a toute cette ironie, donc on a ce côté-là un peu science-fiction. Il n'a plus du tout de souvenirs, donc il sait pas ce qu'il fait là, comment il a atterri ici, si c'est son monde ou pas. Il se rend vite compte que c'est pas son monde, mais dans quel monde il est arrivé. On nous explique qu'il y a plusieurs types de dimensions parallèles et que celle-là en fait partie, que pour y aller il faut une certaine machine et il a des souvenirs qui arrivent par bribes. Il va rencontrer de drôles de personnages qui vont devenir ses compagnons de quête et il va petit à petit se souvenir pourquoi il est là, comment il a atterri là. Il avait plein de pensées et de choses toutes tracées. Finalement ça va être un petit peu bouleversé, mais voilà, on a pas mal aussi, c'est un peu entrecoupé avec une FAQ, enfin vraiment c'est un truc complètement décalé. On sent que Brandon Sanderson il s'est dit allez je me fais plaisir et je vais partir n'importe où. Je pense qu'il a beaucoup d'inspiration de Terry Pratchett dans ce côté un peu humoristique, un peu décalé. Parce que ça m'a vraiment fait penser à ça et voilà, ce récit est donc entrecoupé des FAQ, voilà, des FAQ qui nous apprend un peu qui nous apprennent aussi un peu plus sur les dimensions parallèles. On a aussi des extraits de ce manuel de survie et du coup on découvre un peu cette nouvelle dimension par ses yeux en même temps que lui, donc c'est hyper intéressant. Après c'est pas une lecture qui sera mémorable pour moi, je pense que je vais vite l'oublier et voilà, du coup en fait je remets un peu en question le fait d'avoir acheté tous les projets secrets assez rapidement et de pas les avoir sortis, puisqu'en plus comme vous le savez je lis un peu moins, beaucoup moins, quasiment plus de fantasy adulte et du coup mon attachement à ce genre de livre, je sais pas si c'est toujours pertinent que je continue à lire ça, mais bon, j'adore Brandon Sanderson, il a vraiment une écriture hyper fluide et il sait raconter des bonnes histoires, donc je tenterai les autres, mais je suis très contente qu'il soit en audio. Comme ça c'est plus facile pour moi de les lire. J'ai ensuite lu The Problem with Dating de Brittany Sitcheri, donc le premier tome de sa saga. Dans cette histoire on est dans un tout petit village, vraiment tout petit village à la Starzolo, vraiment à la Starzolo, un peu barré, et on va suivre, comment elle s'appelle notre jeune femme. On va suivre Yara qui tient une boutique de toilettage de chiens, qui vit toute seule et qui est très proche de ses deux sœurs et de son père. Ils ont perdu leur mère plus jeune et elle vit toute seule depuis que son mari s'est barré avec sa meilleure amie. Voilà un peu le scénario un peu catastrophe, et donc elle est pleine de vie, elle adore son village, un peu une Lorelai dans Starzolo, et on va avoir un petit Luc qui va s'installer, c'est un célèbre restaurateur et il va décider d'implanter son nouveau restaurant hyper luxueux, hyper gastronomique en face de la boutique de Yara, et donc c'est Alex. Et donc on a cette alternance de points de vue et Alex va finir à un moment donné par demander de l'aide à Yara, puisque au départ ils s'entendent pas très bien, mais il va finir par lui demander de l'aide puisque sa défunte tante à Alex lui a laissé un petit cadeau à quatre pattes et un petit peu poilu, et en fait il ne sait pas s'en occuper, il ne sait pas s'occuper d'un chien, et donc sachant que Yara a un commerce dans ce style-là, il va lui demander de l'aide puisque l'entente entre le chien et le jeune homme est un petit peu difficile. Et voilà, en plus Yara a pas mal de soucis financiers puisque elle n'arrive pas à dire non quand les habitants lui disent qu'ils la paieront un peu plus tard, donc elle est très gentille, mais au bout d'un moment voilà, et en fait en échange de cette aide de chien, elle a besoin que Alex se fasse passer pour son faux petit ami, puisque l'ex-mari revient à la charge en disant qu'il a fait une terrible erreur de la quitter et que dans tous les cas
Tisana, comme il sait qu'elle est follement amoureuse de lui, elle ne peut pas lui dire non. Donc voilà, on est sur une histoire de Grumpy Sunshine avec un fake dating. Si vous avez lu l'histoire qu'elle a écrite à Noël, c'est exactement le même scénario, vraiment exactement le même scénario, avec des personnages différents, avec des mots MAUX différents, mais c'est vrai que du coup, en fait j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, j'ai retrouvé la plume hyper addictive de Brittany C. Cherry, ce que j'aime dans Brittany C. Cherry, les sujets un peu plus forts aussi qu'elle peut nous montrer. On parle beaucoup de deuil, de reconstruction, enfin voilà, il y a pas mal de sujets, pas si simple que ça. Le fait de s'imposer, de savoir dire non aussi, c'est hyper important. Et donc moi j'aime trop les Grumpy Sunshine. Même si des fois je me dis, ouais, il passe quand même de grumpy, de très très grumpy à sunshine, enfin à moins grumpy hyper rapidement. Et là c'est ce que j'ai un petit peu reproché, c'est que ça va limite un peu trop vite par moment. Et mais bon, c'est un plaisir coupable encore une fois. Brittany C. Cherry, j'adore, j'aime énormément ces tropes, j'ai beaucoup aimé cette histoire, vraiment. Il va y avoir 2 autres tomes. À chaque fois, on va suivre les histoires des 3 sœurs en fait, donc Yara et ses 2 sœurs. Et donc voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Le suivant est sur un amour de jeunesse, un amour d'enfance. Donc voilà, la reconstruction de ça, les retrouvailles de ça. Mais en tout cas, j'ai adoré pour l'ambiance du petit village, pour les personnages. J'ai adoré Yara, Alex. J'avais envie de le secouer, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous avez adoré la romance de Noël de Brittany C. Cherry pour ses thèmes, pour ses tropes, etc., vous allez adorer celui-ci, puisque vraiment, on est dans le même style de livre. Et comme je vous disais, le livre de Noël fait pas très Noël, fait romance, mais fait pas romance de Noël. Donc, en vrai, j'aurais peut-être préféré en lire un autre entre les deux, mais c'est des tropes que j'aime bien, donc tant pis. J'ai lu ensuite ce gros pavé, qui n'est autre que Le Pacte de sang, donc le tome 2 de La Guerre des Cœurs Égarés de Carissa Broadbent. Je vous avais déjà parlé, et je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps. J'adore Carissa Broadbent, vraiment, j'ai adoré Les Couronnes de Nyaxia. Et le premier tome de cette saga, donc Les Braises de guerre, je crois, avait été assez mitigé. Ensuite, Tisana, qui est une esclave au début, qui veut racheter sa liberté, sauf que au moment où elle veut la racheter, ils lui disent « T'as vraiment cru que j'allais te laisser partir ?» Elle réussit à s'enfuir, elle va aller vers les ordres, vers l'ordre, je crois que ça s'appelle, ou les ordres, bref. Non, les ordres, et elle va leur demander de l'aide, ils vont dire ok, mais par contre il faut que tu valides ton enseignement magique et ensuite on t'aidera. Donc voilà, en gros c'est ça, ils vont la mettre avec en étudiant Max qui lui ne veut plus rien avoir avec les ordres, qui est un peu pieds et poings liés. Mais elle ne veut plus rien avoir avec, et petit à petit il va quand même finir par l'aider, ça va finir en amitié plus après, et voilà, ce que j'avais reproché c'était pas mal le rythme. Celui-là je l'ai un peu plus préféré, j'étais un peu plus dans l'histoire. En fait la première partie du premier tome est très lente, il se passe pas grand chose, et encore une fois je trouve que dans ces histoires là, Carissa Broadbent, il se passe pas méga de choses, mais c'est vrai qu'on avance énormément dans cette intrigue. On a les différents points de vue, que ce soit entre Tisana et Max, et on a un autre point de vue qui est celui de Asra, AF. Donc on a l'histoire aussi de AF, et au départ on se demande un petit peu ce qui va se passer. On parle d'une guerre entre des humains et des fae, avec voilà des humains qui attaquent les fae, et en fait on se pose pas mal de questions en disant mais c'est qui ce personnage, et tout prend son sens sur la dernière partie, et vraiment j'ai été sur les fesses à fond. Et Tisana doit vivre avec ce qui s'est passé à la fin de ce tome, Max aussi d'ailleurs, avec la fin de ce tome, elle doit apprendre à contrôler encore ses pouvoirs, à les prendre et à les contrôler. Et en plus, il y a tout un bouleversement au niveau
de désordre, de savoir qui est-ce qui est à la tête de ce peuple aussi, et voilà, on va voir différents peuples, des batailles, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent, on avance beaucoup dans l'intrigue, on a un énorme cliffhanger, du coup, en fait ce tome là était vraiment un point d'interrogation pour moi, savoir si j'allais continuer ou pas cette saga, et franchement, j'ai pas adoré, j'ai passé un bon moment, je me suis pas ennuyée, je pense qu'il y aurait eu plus que 3 tomes, j'aurais arrêté là, parce que c'est quand même un peu d'investissement, comme on va dire, mais le fait qu'il y ait qu'un tome en plus, j'ai envie de savoir comment ça se passait, surtout que la fin est un vrai cliffhanger. On a envie de voir comment ça va se dérouler, il s'est passé plein de choses à la fin, et on a pas mal de... On revient un petit peu aussi à un moment en arrière pour avoir un peu tous les tenants et les aboutissants, ce qui s'est passé, un passé, etc. Et franchement j'ai beaucoup, enfin non, j'ai pas beaucoup, et franchement j'ai plutôt bien aimé, je pense que je vais pas faire traîner le tome 3 pour terminer cette saga, parce qu'il y a quand même, c'est quand même riche, il y a quand même beaucoup d'informations. Je suis très contente parce qu'on l'a fait un petit peu en lecture commune sauvage avec les personnes du Discord de Perfect Flow, même si Perfect Flow n'était pas là. Mais en fait j'avais proposé de le sortir à plusieurs parce que sinon j'arriverais pas à le sortir, et comme le tome 3 sort courant mars, et je suis contente parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont suivi, donc je suis contente d'avoir découvert ça, et je pense que le dernier tome on va le découvrir tous ensemble aussi, et voilà, du coup ça m'a un peu égayé ma lecture commune, même si c'était pas... Voilà. Les chroniques de Nyaxia sont... Les couronnes de Nyaxia sont bien meilleures que cette saga, je le trouve. J'ai ensuite lu En attendant le jour de Michael Connelly, qui est le premier tome de la saga de René Ballard. C'est Séverine de Il est bien ce livre qui on avait parlé en premier, et c'est vrai que Michael Connelly il est quand même hyper connu, sauf que sa saga avec Henri Bosch, je sais pas, mais elle est à rallonge, il y a beaucoup de tomes, et donc elle avait dit que celui-ci était un crossover un petit peu à un moment donné avec Henri Bosch, et en fait on va suivre René Ballard qui est une flic, une inspectrice qui travaille de nuit à Hollywood, et elle va être appelée parce que une prostituée s'est fait complètement tabasser. Une prostituée s'est fait complètement tabasser, elle a été laissée pour morte sur les pavés, et de fil en aiguille, elle va être à côté aussi d'un nightclub où il y a eu une fusillade, et donc l'un dans l'autre, elle va commencer à enquêter un peu des deux côtés, voir si ça va pas se rapprocher à un moment donné. Elle a pas trop la validation d'enquêter sur la fusillade du nightclub, mais elle va se rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui sont un petit peu questionnables, qui sont un peu bizarres, et qui et du coup il n'y a que elle qui va vraiment pouvoir démêler le vrai du faux, surtout que voilà, il y a eu un passé où elle n'est pas de nuit pour rien, elle a été un peu rétrogradée puisque elle a dit tout haut tout ce que tout le monde pensait tout bas, sauf qu'elle n'a pas été vraiment soutenue. Et donc du coup voilà, on va la suivre dans cette enquête là. Encore une fois, un peu comme de chez 64, je pense qu'il va falloir que je fasse une pause sur les thrillers, mais ou sur l'audio, parce que j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé, je suis curieuse d'avoir les autres enquêtes, mais c'est pas une saga que je veux absolument continuer, et pour lequel j'ai un amour immense pour le personnage principal, même si je trouve génial le fait que justement ça soit une personne de la nuit, elle a pas trop d'attache à part sa grand-mère qui habite assez loin et un chien, et donc déjà on a découvert, c'est très enfin c'est pas introductif parce qu'on a quand même une enquête qui se termine du début à la fin, mais je trouve qu'on passe beaucoup de temps aussi sur rencontrer René Ballard et savoir ce qu'elle est, son passé, son histoire, et je pense que peut-être que les suivants auront une autre dynamique. Mais en tout cas c'était très très intéressant quand même, j'ai quand même bien aimé, on va fouiller un petit peu des choses qu'on ne veut pas voir, c'est un petit peu glauque par moment, mais je suis mais je suis contente d'avoir quand même enfin découvert un roman de Michael Connelly, parce que c'est quand même un grand nom dans le thriller je trouve, donc voilà pour ça.
J'ai ensuite lu un Hélène Marie Wiesmann puisque j'ai lu Là où sont tes racines, donc chez Faubourg Marigny. Vous savez que j'ai un amour incommensurable pour cette autrice. J'ai lu 2 romans d'elle avant celui-là qui ont été des énormes coups de cœur. Celui-ci n'est pas un coup de cœur mais une très bonne lecture. On est en 1938 en Allemagne et on va suivre l'histoire d'une jeune femme, Christine qui a 17 ans, qui a une famille un peu pauvre. Elle vit avec ses grands-parents, sa sœur, ses frères et sœurs, pardon, ses parents. Et donc on est en Allemagne. Ils sont au départ un peu les employés d'une grande famille assez puissante. Sauf que Christine tombe amoureuse du jeune homme de la famille très riche et en fait c'est le début de c'est la montée d'Hitler avec le début de la guerre et on va la suivre pendant la guerre et dans l'après-guerre et on va suivre tout ce côté historique de guerre en étant allemand, savoir comment les soldats ont été endoctrinés, comment les personnes ont été endoctrinées, comment les soldats allemands, pour survivre, ont dû quand même se battre aux couleurs de l'Allemagne, même s'ils ne partageaient pas les valeurs de notre cher H. Et plot twist en plus, c'est que la famille pour laquelle elle travaillait et donc l'amour qu'elle a, c'était une famille juive. Donc on va suivre le quotidien de guerre, la bataille qu'elle a pour son amour de vie, l'amour de sa vie, même si on lui dit que c'est pas bien, que si elle est chopée avec lui, comme il est juif, ils vont finir tous les deux en camp. On va avoir des passages dans des camps de travail et de concentration avec toute l'horreur qu'il y a. Et on a aussi après la libération, l'après-guerre, tout ce qui se passe après. Et franchement, c'était une histoire hyper touchante, hyper bouleversante. J'ai été un petit peu moins touchée, je pense, parce que c'était pas novateur pour moi. J'en lis pas mal des histoires comme ça sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai été très contente de voir le point de vue allemand pour une fois bien dépeint. Ça m'a un peu fait penser aussi à Un goût de cannelle et d'espoir. Mais je trouve que c'est pas mal parce que c'est quand même assez rare qu'on écrive des romans sur la Seconde Guerre mondiale ou même sur la Première Guerre mondiale du point de vue de l'Allemagne et montrer que tous les Allemands étaient pas des gros nazis ou des gros SS et que y en a qui se battaient un petit peu contre ce régime là et contre ces idées là et franchement j'ai adoré. Voilà, pas celui que j'ai préféré, celui que j'ai le moins aimé pour l'instant, mais peut-être parce que c'était un peu moins novateur, parce que j'ai été moins surprise, parce que c'est une histoire très touchante qui est très blessante par moments et je trouve que c'est pas mal d'avoir écrit ça. Après c'est écrit par une alors je crois qu'elle a quand même des origines allemandes. Ouais, d'origine allemande, mais elle est née aux États-Unis, donc je sais pas si elle avait de la famille qui avait vécu ça ou si si ça fait longtemps que sa famille est établie aux États-Unis. Donc on a un peu le côté aussi sauveur américain qui est un peu je sais pas comment ça s'est passé pour de vrai, mais vraiment c'était vraiment très 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 touchant. Et je sais plus sur quel camp on parle. Dachau, je crois que c'est Dachau, le camp. Donc ça change un peu d'Auschwitz aussi. Mais vraiment, si vous voulez des histoires sur la Seconde Guerre mondiale, d'un point de vue allemand en plus, lisez celui-là. De toute façon, lisez Hélène Marie Wiesmann parce que c'est une valeur sûre. Et donc j'ai 2 romans à vous présenter encore. J'ai terminé Code 93, j'ai lu Code 93 de Olivier Norek. Vous savez qu'Olivier Norek, c'est pas le premier livre de lui que je lis. J'aime beaucoup, j'avais adoré Surface, un peu moins Entre deux mondes, mais je trouvais sa plume assez efficace. C'est vrai que c'est un auteur un peu grand public et j'étais très très curieuse de découvrir Victor Coste dans son petit roman. Et donc on va découvrir l'équipe de Victor Coste et donc Victor Coste à travers des histoires un petit peu bizarres au début puisqu'il découvre un cadavre qui au moment d'être autopsié se réveille.
voilà, il n'était absolument pas mort, il se réveille et on a une autre personne qui est morte brûlée vive, enfin vraiment d'autocombustion, et c'est un petit peu particulier, on se dit... c'est pas des morts qu'on voit comme ça tous les jours, surtout une personne qui revient à la vie comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il avait tous les signes qui faisaient qu'on pensait mort alors qu'en fait pas du tout. C'est expliqué à un moment donné, et on a pas mal de lettres qui sont envoyées qui font mention d'un dossier, enfin d'un code 93 qui est un code chez les flics. Et qu'il faut interroger son ancien coéquipier. Donc l'ancien coéquipier commence à lui expliquer que c'est des dossiers qui sont un peu mis sous le tapis parce que ils sont dans le 93, en Seine-Saint-Denis, et que le taux de mortalité et d'accidents, de meurtres, etc. est beaucoup plus important que dans d'autres départements, et que ça fait complètement foirer les chiffres, et vraiment c'est un peu choquant quand même de lire ça. Et donc il y a toute une enquête autour de ça, de ce qui s'est passé, qui est-ce qui a drogué ce jeune homme qui l'a fait passer pour mort, qui est-ce qui a auto-brûlé l'autre, enfin bref. Il y a une petite enquête là-dessus, j'ai plutôt bien aimé. Encore une fois, pas dinguissime, c'était sympa, mais sans plus. J'ai beaucoup aimé parce qu'on fait référence à mon métier entre guillemets, puisque on parle dans cette histoire du Grand Paris, et que moi ça fait presque 10 ans que je travaille pour le Grand Paris, enfin pas pour la Société du Grand Paris, mais que je travaille dans l'univers du Grand Paris, et donc ça m'a fait vraiment sourire parce que j'ai trouvé que c'était très très vrai, et voilà, donc encore une fois, un peu comme René Ballard, j'ai plutôt bien aimé, j'ai passé un bon moment, il est très court donc il s'est lu très très vite puisqu'il fait 350 pages. Je suis curieuse d'avoir la suite. Encore une fois, c'est du grand public, donc c'est pas incroyable, mais c'était divertissant et je continuerai. Mais et en plus apparemment le tome 2 fait partie de ce que tout le monde dit être un coup de cœur. Donc voilà, j'aime bien cet auteur, donc on va continuer. Et on va terminer par La danse de l'épée de S.M. Guettet, donc la suite, le tome 2 d'Ombre et de Couronne. Et j'ai adoré ce roman, vraiment. Je trouve que cette saga, on n'en entend pas assez parler, mais j'ai bouffé ce tome 2. Et franchement j'ai adoré, j'avais eu le tome 1 à Noël par la maman de mon chéri, et j'avais déjà beaucoup aimé, même si le début je trouvais un petit peu lent, la suite vraiment ça avait été crescendo, et celui-ci a fait que confirmer mon amour. Ensuite Cassia, qui est une jeune femme qui a eu plein d'identités différentes, et donc là elle enchaîne les petits boulots pour gagner de l'argent et pour trouver un remède pour guérir son mentor. Et ils sont un petit groupe de personnes, et en fait parce que dans cet univers on a deux personnes, on a ceux qui sont marqués, donc marqués par les dieux qui ont des pouvoirs, qui leur transmettent des pouvoirs, et on a les non marqués, et donc les non marqués, les humains lambda, il y a un fléau, donc une maladie, un virus qui dissémine la totalité des humains, et en fait Cassia elle n'est pas marquée, mais elle a déjà contracté cette maladie, mais n'en est pas décédée, sauf que son mentor a cette maladie, et elle veut absolument la guérir, lui prodiguer les bons soins pour, et donc elle va se rapprocher aussi de l'ambassadeur roi pour l'ambassadeur roi ou l'empereur roi pour essayer de comprendre d'où vient ce virus, d'où vient ce fléau, et donc elle va être mise un peu en duo avec Elander, qui est le premier soldat de l'empereur roi. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont cachées, et la fin du tome 1 avait été beaucoup de révélations, même si franchement on l'avait vu un petit peu venir quand même, et la suite c'est pareil, en fait c'est innovant sur certains points parce que on a tout ce côté divinité que moi j'aime beaucoup. Après c'est pas, la plume est pas transcendante, c'est pas travaillé hyper fortement ni rien. Il y a certaines intrigues qu'on voit venir et certaines révélations qu'on voit venir, mais moi j'adore, vraiment j'adore. Je trouve ça hyper addictif, j'adore les personnages, j'adore la relation entre Cassia et Elander. On n'est pas sur des
on n'est pas sur un enemies to lovers, mais sur plus les opposés s'attirent parce qu'ils sont pas vraiment ennemis, quoique dans le tome 2 un petit peu, mais on a je sais pas, il y a un truc, une dynamique. Moi j'aime énormément les personnages, j'aime énormément le world building, j'ai très hâte d'avoir la suite, je crois qu'il y a 5 tomes en tout. Donc j'ai hâte déjà d'avoir le tome 3, mais ouais, franchement je peux que vous conseiller de tenter. Vous fiez pas au premier chapitre, vraiment faut essayer d'aller jusqu'à la fin, peut-être essayer le tome 2, parce que franchement, moi au début je me suis dit ça va être un peu long, je sais pas si ça va trop le faire, et en fait j'ai adoré, j'ai eu pas un énorme coup de cœur, mais j'ai passé une excellente lecture. On est à ça du coup de cœur, et franchement je vous en parle, j'ai encore cet engouement, j'ai envie de savoir la suite, je regarde quasiment 3 fois par semaine, voir s'il n'y a pas une date de tome 3. Et franchement je pensais pas le terminer avant la fin du mois et j'ai réussi à le caler et je suis très contente parce que c'était une excellente lecture et voilà, je peux que vous recommander. Il y a de la magie, il y a des dieux, il y a des combats, il y a de l'amour, de l'amitié, il y a tout. Et franchement, je sais pas ce que je peux vous dire de plus, on n'en entend pas beaucoup parler de cette saga et je trouve ça dommage. Je sais qu'il y a eu des mauvais avis, mais moi j'ai adoré. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, à me dire qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci, combien de livres avez-vous lu ce mois-ci, à me mettre un petit emoji, celui qui vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.